Regarde les hommes changer sur Europe 1. Frédéric Tadei. Dans nos temps modernes, vous combattiez une autre idée reçue, celle de la fin du travail. Pour vous, au contraire, on est entré dans l'ère du travail sans fin. Et Dieu sait si on en a rêvé de cette utopie, la fin du travail, grâce à l'informatique, grâce à... c'est l'ère des loisirs, on travaillera de moins en moins. Vous dites non, vous, c'est le contraire. C'est vrai que ça paraît paradoxal de le dire comme ça, puisqu'on voit l'heure de travail, le nombre d'heures travaillées depuis le début du siècle baisser continuellement, et donc c'était pas aberrant d'extrapoler cette tendance et de dire viendra un moment où on travaillera très très peu. Une parenthèse d'ailleurs sur cette statistique elle-même, c'est vrai que le nombre d'heures travaillées par les hommes ne cesse de décroître, le nombre d'heures travaillées par les femmes ne cesse de croître, et en réalité par ménage, il n'y a pas de réduction de la durée du travail entre le début et la fin du XXe siècle. Donc en fait, on a continué de travailler beaucoup, mais il y a eu une recomposition au sein des ménages, des familles de qui travaillent. Bon, ayant dit ça, le paradoxe central, je crois, de notre époque, c'est justement que maintenant, on travaille tout le temps, on tend à travailler tout le temps. Pourquoi ? Parce que en réalité, ce qu'on attend de vous, très souvent, comme cadre, comme représentant commercial, ou même, on va dire, comme secrétaire de rédaction, de direction, eh bien, ce qu'on attend, c'est votre individualité. On n'est plus dans les cases du Fordisme, c'est-à-dire le travail à la chaîne, où chacun doit s'oublier soi-même. Un grand sociologue des années 20 disait: une organisation du travail bien faite, c'est une organisation du travail où on peut penser à autre chose pendant qu'on travaille, pour pas s'ennuyer, pour pas sentir la monotonie de la répétition. Eh bien, dans la société post-industrielle dans laquelle on est, qu'on soit en bas dans le commerce ou qu'on soit en haut, a fortiori dans la conception, c'est pas ça qu'on attend de vous. On attend que vous jouiez votre individualité. Une vendeuse qui vend des chaussures dans une boutique, faut qu'elle y mette de sa personne pour convaincre celui qui va l'acheter de l'acheter. Donc là, il y a plus de retrait, et c'est toute votre personne, votre individualité qui est en réalité achetée par le patron. Alors bon, évidemment pour les cadres ça prend des formes caricaturales, mais même feuilleter le livre, un journal de business le dimanche soir avant de reprendre le boulot, voir l'émission Capital sur la 6 pour ne pas faire de publicité. Bon, c'est travailler, c'est en réalité prendre de l'information qui va être réutilisée le lendemain matin pour travailler. Et donc en réalité c'est les frontières entre travail et non-travail qui deviennent de plus en plus poreuses, et c'est l'individualité des gens qui devient maintenant l'input, pour parler comme les économistes, du travail lui-même. C'est ça qui me fait dire, c'est davantage l'ère du travail sans fin, où on est sans cesse remis en question comme individu, qui est aujourd'hui la marque de nos sociétés. Daniel Cohen, vous insistez aussi, je crois, sur le fait que autrefois, vous le disiez, c'était la division du travail, chacun avait une tâche et une seule. Aujourd'hui, c'est le cumul des tâches sur la même personne. Pour faire une métaphore, on pourrait dire autrefois John Wayne jouait des personnages de western, et puis il y avait les personnages de comédie. Aujourd'hui, ce sont les mêmes acteurs qui font les héros d'action et les héros de comédie. On a cumulé sur Gérard Depardieu les emplois de Jean Gabin, de Jean-Paul Belmondo et de Bourvil. Voilà. Et pour prendre un exemple, disons peut-être plus proche de la réalité des gens, si on prend l'exemple simple de quelqu'un qui est au guichet d'une banque, dans les années 50-60, au guichet d'une banque, il y avait quelqu'un qui, vous donnait les billets quand vous les demandiez, il y avait quelqu'un d'autre qui venait prendre les chèques, il y avait une troisième personne qui répondait au téléphone, il y avait une quatrième personne à qui vous demandiez des conseils de placement éventuellement. Ou qui tapait les lettres, encore une autre, la exactement. Donc tout était parfaitement hiérarchisé selon justement les principes de l'organisation scientifique du travail. Chacun est spécialisé dans une tâche. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est la même personne qui, en vous parlant, répond au téléphone, distribue les billets, distribue les chèques et même commence à vous donner des conseils financiers. Pourquoi ce changement? Changement technologique? Oui, en partie. Car grâce à l'informatique, on peut faire plusieurs choses à la fois, interrompre une tâche, la reprendre. Mais beaucoup plus fondamentalement, et c'est le cœur de cette révolution financière, et l'origine du malaise qu'il crée chez les gens, c'est que dans l'ancien monde industriel, il y avait beaucoup de temps mort. C'est-à-dire que la personne qui était chargée de répondre au téléphone, entre deux coups de fil, elle faisait rien. La personne qui était chargée de vous donner des billets, s'il n'y avait pas de billets, elle faisait rien. Elle souriait, elle attendait qu'on vienne. Dans le monde actuel, le temps mort est pourchassé. On ne laisse plus les gens habité par des temps morts, et donc s'il y a rien à faire au téléphone, on va distribuer des billets. S'il n'y a pas de billets à distribuer, on va vous demander de rentrer les chèques dans l'ordinateur. Prenez les gardiens dans des hôtels. Avant, ils étaient là avec leurs chiens, ils se promenaient, ils faisaient rien. Maintenant, vous les voyez. Enfin, il me semble, j'ai fait l'expérience plusieurs fois. Vous rentrez tard le soir dans votre hôtel et le type est en train, ou la femme est en train de taper la comptabilité du lendemain. Donc, on est sans cesse en train d'attendre des gens de donner le maximum d'efforts. Et la contrepartie aujourd'hui du salaire, ça n'est plus une place, une position, c'est un effort de plus en plus intense. Et dans le cas particulier de la France, il y a des pathologies, on le voit avec France Télécom, mais plus généralement, les Français sont les plus stressés au travail, ceux dans lesquels le rapport entre salaire et stress est le plus contradictoire. Donc il y a en plus une pathologie qui est française, je crois, à tout ça.
Daniel Cohen, dans un autre de vos livres célèbres, La mondialisation et ses ennemis, vous reveniez là encore, combattiez une autre idée reçue selon laquelle les gens se battraient contre la mondialisation, ne voudraient pas en être victimes. D'après vous, au contraire, ce dont ils souffrent, c'est quand la mondialisation ne les touche pas, quand ils ne profitent pas de la mondialisation. À l'échelle du monde, ça me paraît indiscutable. C'est-à-dire qu'à l'échelle du monde, participer à la mondialisation, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. La Chine, l'Inde, ils sont parvenus tardivement, pendant très longtemps ils sont restés en dehors et ils en attendent toutes sortes de promesses, l'enrichissement semblable à celui qu'on a connu nous-mêmes, et pour beaucoup d'États, comme notamment on pense aux États africains, il n'y a même pas les infrastructures de base qui permettent de participer à la mondialisation. Donc les gens sont les spectateurs d'un monde auquel ils n'ont pas accès. Et ce que je dis des États africains les plus fragiles, les plus vulnérables, les plus éloignés, est vrai aussi aujourd'hui des plus pauvres dans nos sociétés riches. Et le paradoxe central que j'essaie de développer dans ce livre, c'est de dire que la différence entre la mondialisation aujourd'hui et la mondialisation, on va dire, du temps du 12e, du 13e siècle, enfin du temps qui est décrit par Brodel, par exemple, sur ce qu'il appelait les économies mondes, c'est que quand on était loin du centre des villes, vous étiez à 1000 km de Venise au XVIIe siècle, Venise, vous ne connaissiez pas, ça ne changeait pas votre vie. Vous étiez en effet loin dans l'espace et loin dans le temps, et vous viviez comme 1000 ans plus tôt. So what? C'est pas grave. La différence, c'est que aujourd'hui, vous êtes loin de Venise, loin de New York, mais vous avez les yeux constamment rivés sur New York. C'est-à-dire que vous êtes constamment renvoyé à des images de biens ou de modes de vie auxquels vous n'avez pas accès. Et c'est ça qui fait que la mondialisation aujourd'hui est une source de frustration pour ceux qui ne peuvent pas en être les participants. Mais est-ce que ça n'est pas vrai aussi à l'intérieur d'un pays comme la France, Daniel Cohen? C'est-à-dire qu'autrefois, on disait qu'il y avait une culture ouvrière, une culture bourgeoise, et finalement, elles se rencontraient peu. Les bourgeois ne savaient pas comment vivaient les ouvriers ne savaient pas comment vivaient les bourgeois. Aujourd'hui, tout le monde sait tout à l'intérieur d'une société comme la France, voilà. Et ça crée forcément des problèmes. Et ça crée des frustrations, des tensions d'un genre nouveau. Dire qu'avant c'était apaisé, mais avant c'était une conflictualité. Il fallait que les ouvriers fassent travailler, les bourgeois fassent travailler les ouvriers. Donc ils se voyaient, il y avait des rapports de force, mais au fond il y avait des médiations aussi pour cette violence. Là maintenant c'est une violence par l'absence. Les gens des banlieues qui sont à la périphérie de nos centres-villes, ils voient un monde auquel ils ne participent pas, et il y a même pas de bourgeois pour venir avec une trique leur dire vous allez travailler. C'est ça qui est le paradoxe du monde actuel par rapport à celui de la conflictualité ouvrière du 19e siècle.